Résumé numéro 1 des notions essentielles à maîtriser en physique-chimie pour la classe de première STI2D. Quand on dit qu'il y a du courant électrique qui circule dans un fil métallique, en fait, ce sont des électrons qui se déplacent dans ce métal. Donc à retenir, électricité dans un métal, ce sont des électrons qui circulent. Comme électron se termine par un N, c'est un moyen très facile de retenir qu'un électron est une particule négative. Maintenant, si on prend ce circuit qui est composé de 4 dipôles, un interrupteur, un moteur, une lampe et un générateur, les électrons étant négatifs, ils sortent de la bonne moins du générateur et ils font tourner le moteur et ils allument la lampe. On peut remarquer qu'il y a toujours autant d'électrons qui sortent du générateur que d'électrons qui arrivent au générateur. Maintenant, par convention, on a défini que le courant électrique, lui, circulait dans le sens inverse. Donc le courant électrique va de la borne plus du générateur vers la borne moins du générateur. Mais ça ne change rien au raisonnement. Le courant, en fait, il traduit le nombre d'électrons qui circulent chaque seconde dans le fil. Le courant traduit le débit d'électrons. Maintenant, vous comprenez très bien que le bois laisse mal passer la chaleur. On peut dire aussi laisse mal passer l'énergie thermique. C'est bien pour ça que les chalets de montagne sont construits en bois, comme ça on fait un petit feu de cheminée à l'intérieur du chalet. La chaleur a du mal à sortir, à passer finalement la paroi de bois, et on a chaud dans le chalet alors que dehors il fait très froid. De la même façon, la laine de verre laisse très mal passer la chaleur. C'est pour ça qu'on met de la laine de verre dans un grenier, comme ça la chaleur que l'on met dans la maison avec des radiateurs a du mal à passer par le toit et reste bien dans la maison, même si dehors il fait très froid. De la même façon, il y a des éléments qui laissent mal passer l'électricité. Exemple, une résistance d'un gris-viande ou la résistance d'un grille-pain. Comme ils laissent mal passer l'électricité, on va dire qu'ils ont une résistance électrique R qui est élevée. Et la résistance électrique, qui traduit comment l'élément s'oppose au passage du courant, s'exprime en ohms et l'abréviation, c'est la lettre grecque oméga. Souvent, on représente une résistance électrique par ce symbole. C'est un rectangle avec 2 traits. Alors, quelquefois, on peut mettre la lettre R1 dans ce symbole. On peut aussi carrément indiquer la valeur de cette résistance. Ici, par exemple, la résistance R1 a une valeur de 100 ohms. Des petites résistances électriques, on peut aussi en acheter dans des magasins d'électronique et ça ressemble à ces petits composants colorés qui font généralement environ 1 cm de long et qui sont tout petits. Ces composants, quand on passe de l'électricité à l'intérieur, du courant à l'intérieur, eh bien, le courant est freiné, il a du mal à passer. Ce sont des éléments résistifs, ce sont finalement des résistances électriques. Si on a une résistance électrique de 100 ohms et une résistance électrique de 4700 ohms, celle qui a une valeur de 4700 ohms s'oppose plus au passage du courant. En effet,
elle va résister plus au passage des électrons. Voilà pourquoi on lui donne une valeur supérieure. Maintenant, imaginez que l'on prenne la résistance électrique d'un gris-viande et qu'on applique aux bornes de cette résistance une tension efficace de 220 volts. On peut utiliser le mot tension ou on peut utiliser l'expression différence de potentiel. C'est la même chose. La résistance électrique du gris-viande est notée R et je rappelle que son unité, ce sont des ohms. Dès qu'on applique une différence de potentiel aux bornes de cette résistance, il se met à circuler automatiquement dans cette résistance un courant électrique dont l'unité c'est l'ampère. Mais comme cet élément est résistif, le courant a du mal à circuler. On peut dire presque que ça frotte. Et puisque ça frotte, eh bien, il y a production d'énergie thermique. L'élément résistif se met à chauffer. Et le fait qu'il chauffe s'appelle l'effet Joule. Donc en résumé, l'effet Joule, c'est quoi? C'est lorsque l'électricité traverse un élément résistif et qu'il y a production d'énergie thermique, donc de chaleur. On va imaginer qu'aux bornes de la résistance de ce gris-viande, on applique une tension efficace de 220 volts et qu'il circule un courant I de 22 ampères à travers l'élément résistif. D'après ce qu'on vient de voir, il y a génération d'une puissance thermique notée P, dont l'unité, ce sont des watts. Il y a une formule célèbre qui dit que cette puissance thermique, on peut la calculer, c'est le produit de la tension par l'intensité du courant qui circule dans l'élément résistif. On a donc la formule P égale U fois I. Puisqu'ici U vaut 220 volts et que le courant qui circule dans la résistance c'est 22 ampères, on peut affirmer que ce gris-viande va émettre une puissance thermique de 4840 watts. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une puissance thermique de 4840 watts qui est dégagée? Eh bien, tout simplement que quand on met ce gris-viande en route, toutes les secondes, il fournit une énergie thermique de 4840 joules. Allez, pour bien comprendre, prenons un autre exemple. On va prendre ce grille-pain. Ce grille-pain possède un élément résistif. S'il possède un élément résistif, ça veut dire que lorsqu'il est traversé par de l'électricité, le courant a du mal à passer, ça frotte, par effet Joule, il y a production d'énergie thermique. Donc cet appareil dégage une puissance thermique. Oui, mais quelle puissance thermique va-t-il dégager? On imagine qu'on applique comme tension aux bornes de cette résistance 110 volts et que le courant qui circule dans la résistance est un courant d'une valeur de 5 ampères. On applique la formule que P c'est U fois I, U 110, I 5. Conclusion, ce grille-pain va émettre une puissance thermique de 550 watts. Maintenant, quelque chose d'encore plus étonnant. Si on prend le gris-viande et qu'on applique à ces bornes une différence de potentiel de 20 volts, une tension de 20 volts, on peut mesurer avec un ampère-mètre par exemple que le courant qui circule dans la résistance a une valeur de 2 ampères.
Première constatation. Deuxième constatation, si cette fois-ci on applique comme différence de potentiel 40 volts aux bornes de cette même résistance, là cette fois-ci, l'ampèremètre mesure que le courant qui circule dans la résistance vaut 4 ampères. Il a changé également. La résistance, elle, de ce gris-viande n'a pas changé. Elle vaut par exemple 10 ohms. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, la tension et le courant qui circule dans l'appareil sont liés par une formule très célèbre qui s'appelle la loi d'Ohm, qui dit que la tension est égale au produit de la résistance électrique de l'appareil multiplié par le courant qui circule dans la résistance. Cette loi d'Ohm est à connaître. U égale RI. On va reprendre un exemple encore plus concret pour bien voir la puissance de cette loi d'Ohm. Si vous prenez un élément résistif qui a une valeur de 100 ohms et que vous appliquez à ces bornes une différence de potentiel de 12 volts. D'après la loi d'Ohm, U égale R fois I. Si on transforme cette loi d'Ohm, on en déduit que I est égal à U divisé par R. Eh bien, vous pouvez être sûr que le courant qui va traverser cette résistance électrique sera de 0,12 ampères. C'est-à-dire que sur le papier, même sans faire ce circuit, vous savez la valeur du courant qui va traverser la résistance. Maintenant, encore plus fort. Si on prend la loi d'Ohm, U égale RI, et que l'on prend la formule de l'effet Joule, P égale U fois I. Pour calculer la puissance dissipée par un élément résistif par effet Joule, on peut donc utiliser la formule P égale U fois I. Mais comme U, d'après la loi d'Ohm, est égal à R fois I, ça nous permet d'écrire que finalement la puissance dissipée par un élément résistif par effet Joule vaut également R fois I fois I. I fois I, ça fait I au carré. Vous venez donc ainsi de trouver une deuxième formule pour calculer la puissance dissipée par effet Joule. Vous en aviez une première qui disait que P est égal à la tension multipliée par l'intensité qui circule. Eh bien, en combinant la loi d'Ohm, vous venez de trouver que la puissance dissipée par effet Joule, vous pouvez également la calculer en faisant le produit de la résistance de l'élément résistif multiplié par l'intensité du courant qui circule, mais au carré. P égale RI carré. Donc maintenant, vous disposez de deux formules pour calculer la puissance dissipée par effet Joule. Mais on peut faire encore plus fort. On reprend la formule de départ. La puissance dissipée par effet Joule, c'est U fois I. Ben oui, mais d'après la loi d'Ohm, puisque U égale RI, I, c'est également U divisé par R. Donc, P peut s'écrire U fois U divisé par R. U fois U, ça fait U carré.
Et vous venez de trouver une troisième expression de la puissance dissipée par effet Joule dans un élément résistif, P égale U au carré divisé par R. Si bien que vous avez à votre disposition différentes formules que vous pouvez adapter en fonction des choses que vous connaissez, soit c'est la tension, soit c'est l'intensité, soit c'est la résistance, et afin de calculer la valeur de la puissance dissipée en watts par effet Joule pour un élément résistif. Allez, courage, on arrive à la fin de ce résumé. On imagine ici un circuit tout simple composé d'un générateur, d'une résistance de 10 ohms et d'un moteur. Nous avons donc à notre disposition 3 dipôles. Ces 3 dipôles sont placés en dérivation. On a un courant de 5 ampères, par exemple, qui part de ce générateur. Je rappelle que forcément, il y a 5 ampères qui arrivent au générateur, puisque ce qui part est égal à ce qui arrive. On a donc ici toujours 5 ampères qui passent par ce fil. Oui, mais ce courant, lorsqu'il arrive au point jaune, là, il y a une intersection. Donc, forcément, il y a 2 chemins qui s'ouvrent à lui. Cette intersection-là, en électricité, s'appelle un nœud. Donc, il y a une partie du courant I1 rouge qui va partir à gauche et une autre partie qui va partir tout droit. Allez, on va appeler I2 le courant qui part à gauche et I3 celui qui va tout droit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, logiquement, vous devez voir tout de suite que I1, c'est forcément I2 plus I3. Alors, on peut exprimer les choses d'une façon différente, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds, et dire que les courants qui arrivent à un nœud sont égaux aux courants qui repartent du nœud. Ici, on a un courant qui arrive, I1, et on a 2 courants qui repartent, I2 et I3. Donc, I1 égale I2 plus I3. C'est la loi des nœuds. Maintenant, pour continuer à réviser en douceur toutes les notions que l'on a vues depuis un mois, on peut se poser la question, mais au fait, que vaut I2? I2, c'est donc le courant qui traverse l'élément résistif qui a une valeur de 10 ohms. C'est un petit peu compliqué pour vous de voir ça, mais en fait, comme la résistance et le moteur sont placés en parallèle sur le générateur, aux bornes de la résistance, il y a 12 volts et aux bornes du moteur, il y a également 12 volts, c'est-à-dire la tension délivrée par le générateur. Eh bien, pour trouver le courant qui circule dans l'élément résistif R1, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est U égale R fois I. Et si on transforme cette égalité, on peut donc dire que I, c'est U sur R. Donc, le courant I2 qui circule dans la résistance, c'est U1, 12 volts, divisé par R1, 10 ohms. On trouve donc que I2 vaut 1,2 ampères. Mais si on a un courant I1 de 5 ampères qui arrive au nœud, ici le rond jaune, nous on vient de calculer que le courant I2 valait 1,2 ampères. On a trouvé cette valeur en appliquant la loi d'Ohm. Eh bien, il est très facile de calculer également la valeur de I3
c'est-à-dire le courant qui va circuler dans le moteur, tout simplement en appliquant la loi des nœuds. La loi des nœuds, c'est les courants qui arrivent au nœud sont égaux aux courants qui repartent, c'est-à-dire I1 égale I2 plus I3. Bien, si I1 égale I2 plus I3, I3 vaut I1 moins I2. I1, c'est 5 ampères, I2, c'est 1,2 ampères. Conclusion, I3 égale 5 moins 1,2, ce qui fait 3,8 ampères. Donc en résumé, avec très peu de lois en électricité, on peut calculer plein de choses dans un circuit électrique. Si cette vidéo vous a permis de faire le point sur vos connaissances, de comprendre certaines notions qui finalement étaient restées un petit peu obscures, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Demandez à vos camarades de le faire. Merci et vive les sciences!